Je m'appelle Adli Pierce et l'année où j'ai découvert ce que ma famille pensait réellement de moi, j'avais 11 ans. Pas 12, pas 13. 11. Les gens arrondissent toujours quand je raconte cette histoire, comme si une année de plus rendait la chose moins cruelle. Ce n'était pas le cas. C'était un mardi 2. Fin juin, ce genre de journée estivale dans le Connecticut où l'air pèse sur votre peau comme une serviette mouillée. Je rentrais d'une soirée pyjama chez mon ami Tabitha, sans rien attendre de particulier. Peut-être un déjeuner. Peut-être ma mère en train de crier après mon frère pour qu'il sorte les poubelles. Au lieu de cela, j'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine une enveloppe craft avec mon nom écrit de l'écriture de mon père, celle qu'il utilisait pour les listes de courses. À l'intérieur, il y avait $300 en billets de 20, une clé de la porte arrière de notre voisine, Madame Hollenbeck, et une simple feuille de papier jaune. Adli, nous sommes à Myrtle Beach jusqu'en août. Madame H a dit que tu peux loger chez elle si ça devient bizarre. Il y a de quoi manger dans le congélateur. N'appelle personne si tu saignes. C'était tout. Pas d'au revoir. Pas de « je t'aime ». Aucune mention de mon anniversaire, qui était dans 11 jours. Je suis resté planté dans cette cuisine pendant un long moment. Le réfrigérateur ronronnait. Quelque part dans la rue, une tondeuse à gazon s'est mise en marche. Je me souviens de la façon dont le soleil traversait la fenêtre au-dessus de l'évier pour dessiner un rectangle parfait sur le sol. Et comment je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, car je savais que si je regardais ailleurs, j'allais commencer à pleurer et qu'une fois parti, je ne serais pas sûr de pouvoir m'arrêter. Mon frère aîné, Bennett, venait d'avoir 16 ans. C'était l'enfant prodige. Capitaine de l'équipe de cross, élève brillant. Le package complet. Ma petite sœur, Marigold, oui, c'était son vrai prénom, ma mère avait une passion pour les fleurs, avait 8 ans, et c'était le bébé, la mignonne, celle qui avait droit à des fêtes d'anniversaire au trampoline park. Avec 20 enfants et un gâteau personnalisé en forme de licorne. Moi, j'étais l'entre-deux, celle qui n'avait besoin de rien, celle qu'on pouvait apparemment laisser seule à la maison pendant 2 mois à 11 ans, pendant que tout le monde partait dans une maison de plage en Caroline du Sud. Ce soir-là, Bennett a posté une photo sur Instagram. Il tenait une canne à pêche, tout sourire, avec le bras de mon père autour de ses épaules. La légende disait « L'été en famille ». Marigold a commenté avec 3 cœurs roses. Je n'avais pas encore de téléphone. J'ai dû voir ça sur le vieil ordinateur portable de ma mère, qu'elle avait laissé charger sur la table de la salle à manger. Je suis resté là, dans le noir, à regarder cette photo pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. J'ai essayé de me trouver à l'arrière-plan, comme s'il avait simplement oublié de m'identifier. Il n'avait pas oublié. J'étais juste absente. Les 3 premiers jours, je me suis dit que c'était un malentendu. Je me faisais des sandwichs au fromage grillé, je regardais des rediffusions de Friends sur le canapé et j'attendais que ma mère appelle. Elle ne l'a pas fait. Le 4e jour, je suis allé chez Madame Hollenbeck parce que je n'avais plus de pain, et elle m'a regardé avec ce regard doux et étrange que je reconnais aujourd'hui comme de la pitié. Elle m'a préparé un vrai repas. Un rôti. Je n'avais pas mangé de rôti depuis la mort de ma grand-mère. Au 6e jour, j'avais cessé d'attendre que le téléphone sonne. J'avais commencé à comprendre ce qui s'était passé. Ils ne m'avaient pas oublié par accident. Ils avaient fait le choix de m'abandonner. C'est ce jour-là que mon oncle Théo est arrivé. J'étais assise sur le perron, en train de lire un exemplaire abîmé d'un raccourci dans le temps que j'avais trouvé au sous-sol, essayant très fort d'avoir l'air d'une fille qui va bien, quand un SUV argenté s'est garé dans notre allée. L'homme qui en est sorti était grand, les tempes grisonnantes. Portant ce genre de montre chère qui ne brille pas, mais qui rayonne discrètement.
Il avait le nez de ma mère. Adli, a-t-il dit, tu ne te souviens probablement pas de moi. Je suis ton oncle, Théo Pierce. Je me souvenais de lui. Enfin, à peu près. Il y avait une carte de Noël sur notre réfrigérateur une fois avec son nom dessus. Ma mère l'avait jetée sans l'ouvrir. Elle l'appelait autrefois son frère insupportable, ce que je sais maintenant signifiait celui qui voyait clair en elle. Il avait arrêté de venir quand j'avais 4 ou 5 ans. Une dispute concernant la succession de mon grand-père dont personne ne voulait parler à une enfant. Où sont tes parents? A-t-il demandé. À Myrtle Beach. Et tu es là parce qu'ils ne t'ont pas emmené? Il n'a rien dit pendant un long moment. Il est juste resté là, dans son pantalon chino bien repassé et sa montre discrète. Puis il s'est assis sur la marche du perron à côté de moi, sans demander. Ses genoux ont craqué un peu. Il sentait le cèdre et le café. Depuis combien de temps? A-t-il fini par demander. 6 jours. Ils seront de retour en août, je crois. En août. Il a dit ça comme on dirait, cancer, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Je lui ai parlé de l'enveloppe, de Madame Hollenbeck. Des $300 que je n'avais pas touchés par peur d'en avoir besoin plus tard. Il a tout écouté sans m'interrompre, sa mâchoire se crispant de plus en plus. Comme un boulon qu'on serre. Quand j'ai fini, il a dit, fais ton sac, gamine. Je n'ai pas le droit de partir, ai-je répondu. Maman a dit. Adli. A-t-il dit en se tournant vers moi. Il m'a regardé. Vraiment regardé, comme personne ne l'avait fait depuis longtemps. J'ai conduit 3 heures parce que ton directeur d'école m'a appelé. Ton école m'avait noté comme contact de secours depuis que tu étais en CE1. Tu ne t'es pas présenté au programme de lecture d'été. Apparemment, tes parents n'ont dit à personne où tu étais non plus. Donc, tu vas faire ton sac, tu vas venir vivre avec moi, et nous allons régler ça comme des adultes. D'accord? J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Et quand nous serons arrivés, a-t-il ajouté plus doucement, tu pourras manger ce que tu veux pour le dîner, dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas t'acheter une entrecôte. Tu as 11 ans. J'ai ri, ce qui m'a surprise car je n'avais pas ri depuis une semaine. Sa maison était à 90 minutes. De là, dans une ville près de Hartford appelée Briarcliff. C'était une demeure coloniale à 2 étages avec des volets verts et un magnolia dans le jardin. La première chose que j'ai remarqué en entrant, c'est que c'était calme. Pas un calme vide, mais un calme habité, comme si quelqu'un avait appris à être seul. Sans que cela fasse mal. Il m'a conduite dans une chambre d'amis avec des draps qui sentaient la lavande et une vraie tête de lit. Je suis resté sur le seuil, craignant que le plancher ne se dérobe sous moi. Il l'a remarqué. Les draps. C'est des draps, Adli. Ça se lave. Assieds-toi. Couche-toi. Construis une cabane. Je m'en fiche. Je me suis assise tout au bord du lit. Il a levé un sourcil. Tu t'assois toujours comme ça. Comme ça comment? Comme si. Tu avais peur que la chaise ait des sentiments? J'ai haussé les épaules. Il a secoué la tête et a disparu dans le couloir. Ce premier soir, il a commandé une pizza et m'a laissé choisir les garnitures. J'ai demandé du fromage parce que j'avais peur de demander autre chose. Il a regardé le menu, m'a regardé, puis a commandé une grande pepperoni, une petite hawaïenne et une salade César. Parce que, a-t-il dit, les enfants ne devraient pas survivre uniquement de déception. J'ai mangé 4 parts et je me suis senti coupable pour chacune d'elles. Le lendemain matin, il a passé un coup de fil. J'étais assise à la table de la cuisine avec un bol de céréales, faisant semblant de lire l'arrière de la boîte, mais j'écoutais chaque mot.
Margaret, c'est moi. Oui, je sais. Quelle année on est? Non, je n'appelle pas pour me battre. J'appelle parce que ta fille est assise à ma table de cuisine en train de manger des frosties et que tu es apparemment en Caroline du Sud. Non, tu ne vas pas m'interrompre. Elle a 11 ans, Margaret. 11. Je n'avais jamais entendu quelqu'un dire le nom de ma mère comme ça, comme si c'était un verdict. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, voici ce qui va se passer. Je dépose une demande de tutelle temporaire. D'urgence lundi matin. Tu peux te battre ou signer les papiers volontairement. Mais quoi qu'il arrive, elle ne retournera pas dans cette maison à la fin de l'été. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça le strict minimum. Oui, je demanderai à mon avocat de t'envoyer ça. Au revoir, Margaret. Il a raccroché. Il est resté là une seconde avec la main encore sur le téléphone. Puis il s'est tourné vers moi et a dit, « Tu aimes les pancakes ?» J'ai commencé à pleurer. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que, pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait utilisé le mot « fille » à mon sujet et le pensait vraiment. Il a déposé les papiers le lundi. Ma mère les a signés le vendredi. Juste comme ça, sans se battre. Je pense que c'est ce qui m'a brisé le plus. Avec le recul, elle n'a même pas essayé. Elle n'a pas dit, on a fait une erreur, renvoyez-la. Elle a dit, très bien. Et elle a envoyé un carton par transporteur avec mon manteau d'hiver et 3 jeans. Et c'était tout. J'ai vécu avec l'oncle Théo de mes 11 à mes 18 ans, puis durant mes études, et d'une certaine manière, je vis encore avec lui maintenant, même s'il est parti. Il était ingénieur en structure. Il possédait une petite entreprise qui concevait des ponts, principalement dans le nord-est. Il ne s'était jamais marié. Il y avait une femme nommée Cordy avec qui il avait été fiancé dans la trentaine, mais elle est morte d'un anévrisme 2 semaines avant le mariage. Il avait gardé sa photo dans un tiroir de son bureau et une branche séchée de gypsophile du bouquet qu'il n'avait jamais utilisé, épinglée sur le panneau en liège au-dessus de son bureau. J'ai posé une question à son sujet une seule fois. Il m'a parlé d'elle pendant 2 heures, puis n'en a plus jamais reparlé. Mais j'ai compris pourquoi il n'avait rempli la maison de personne d'autre. Certaines personnes ont un grand amour et, quand il disparaît, elles ne cherchent pas de remplacement. Elles deviennent juste très douées pour être seules. Il avait été très doué pour être seul jusqu'à ce que j'arrive. La première leçon qu'il m'a apprise concernait la chaise. Cela faisait environ 3 semaines que j'étais là et je continuais à m'asseoir au bord de chaque meuble, comme si j'étais une invitée dans un hôtel que je ne pouvais pas me permettre. Un soir, il est entré dans le salon alors que j'étais perché sur le bout du fauteuil, il m'a regardé et a soupiré. « Adli, regarde-moi. » Je me suis approché. « Assieds-toi sur le canapé. » Je me suis assise. « Appuie-toi. » Au dossier. Je me suis appuyé. « Maintenant, mets tes pieds sur le repose-pied. » Je l'ai fait. Il a dit, c'est comme ça qu'on s'assoit dans une maison où l'on vit. Entraîne-toi. Je me suis entraîné. Il a fallu environ un an avant que je cesse de sursauter chaque fois que je laissais mon corps se détendre sur ces meubles. Il ne m'a jamais pressé. Il se contentait de le souligner. Mets tes pieds sur le repose-pied, gamine. Tu habites ici. La deuxième leçon concernait l'argent. Il m'a donné 5 $ d'argent de poche par semaine à partir de l'automne. Quand j'ai eu 12 ans, il m'a forcé à ouvrir un compte d'épargne. Quand j'ai eu mon premier vrai boulot à 15 ans, à faire la plonge dans un resto appelé le Maple Pain, il m'a fait asseoir à la table de la cuisine et nous avons fait un budget sur du papier millimétré. La moitié va à l'épargne, un quart pour les besoins, un quart pour tes envies.
Et ne confond jamais les deux derniers. Il disait que c'est comme ça que les adultes finissent fauchés. La troisième leçon concernait les gens. Il y a deux sortes de personnes, Adli. Ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent, et ceux qui donnent plus qu'ils ne prennent. La plupart des gens sont du premier type, et ils ne le savent pas, ce qui les rend dangereux. Regarde ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Et quand tu trouveras le deuxième type et tu en trouveras, garde-les près de toi. Ils sont plus rares que tu ne le penses, mais ils existent. Ne les laisse pas partir. Je l'ai écrit dans un carnet à spirale. Vers qu'il m'avait offert pour mon premier Noël. Il m'avait offert quelques cadeaux cette année-là, pas beaucoup. Une paire de gants de ski de fond parce que je lui avais dit que je voulais essayer l'équipe au collège. Un livre intitulé Le péage fantôme qui avait été le sien quand il était garçon, avec son nom écrit au crayon à l'intérieur de la couverture. Et le carnet vert avec une note agrafée devant, pour les choses que tu ne veux pas oublier. C'était aussi le Noël où ma mère a envoyé une carte avec une carte cadeau Target de $20. La carte disait « Joyeux Noël de la part de maman, papa, Bennett et Marigold ». Il y avait un petit renne sur le devant. L'écriture sur l'enveloppe était celle de Marigold. Elle avait 9 ans. Elle l'avait fait parce que quelqu'un lui avait dit de le faire. Je le savais parce que la carte n'avait pas d'adresse de retour et qu'il y avait une tache au dos, là où quelqu'un avait probablement essayé d'écrire quelque chose de plus puis avait changé d'avis. Je n'ai pas ouvert la carte pendant une semaine. Quand je l'ai fait, j'ai mis la carte cadeau au fond du carnet et je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai encore quelque part. Expiré depuis environ 15 ans maintenant. L'oncle Théo n'a jamais dit un mot sur mes parents, sauf si je les mentionnais en premier. Il ne les dénigrait pas. Il ne faisait pas semblant qu'ils étaient meilleurs qu'ils ne l'étaient. Il m'offrait juste l'espace pour les comprendre à mon propre rythme. Le plus proche qu'il ait été de dire quelque chose de cruel à leur sujet, c'était une fois quand j'avais 14 ans et que je lui ai demandé pourquoi. Il n'avait même pas appelé pour mon anniversaire. Il a réfléchi une minute et a dit, certaines personnes sont tout simplement incapables de voir au-delà d'eux. Leur propre reflet, Adli. Ce n'est pas ta faute si tu n'étais pas dans le miroir. C'est le genre de choses qu'il disait. Il parlait comme un homme qui réfléchit à chaque phrase avant d'ouvrir la bouche. Au lycée, j'étais une personne différente de celle qu'on avait laissée sur ce perron. J'étais dans l'équipe de cross-country. J'étais dans l'équipe de décathlon académique. J'avais une meilleure amie nommée Jophie Mandelson qui dormait à la maison un week-end sur 2. Et l'oncle Théo avait appris à préparer le genre de sandwich pour le petit déjeuner pour lesquels les adolescentes se battraient. J'ai débattu avec mon prof d'histoire sur le traité de Versailles et j'ai gagné. J'ai appris à conduire dans sa vieille Volvo. J'ai pleuré quand j'ai été accepté à l'université avec une bourse partielle, parce que pendant une seconde, j'avais oublié que vouloir quelque chose ne signifiait pas toujours le perdre. Il m'a conduite à Boston au mois d'août, l'année de mes 18 ans. Il m'a aidé à monter des cartons jusqu'au 4e étage de ma cité universitaire. Il transpirait à grosses gouttes et ne voulait pas me laisser porter les plus lourds. Une fois tout déballé, il est resté au milieu de ma minuscule chambre, a regardé autour de lui et a dit, « Eh bien, voilà. » J'ai soudain été terrifié. Je pense qu'il a pu le voir. « Tu vas très bien t'en sortir, » a-t-il dit. Je ne sais pas si je vais y arriver. Moi, je le sais. Il a sorti une enveloppe de sa poche arrière. À l'intérieur, une carte avec un arbre sur le devant, et à l'intérieur, dans son écriture en lettres capitales, il était écrit. Tu n'as jamais été le remplaçant. Tu as toujours été la fille. Je ne savais pas que j'attendais cela. J'ai pleuré pendant 1 heure après son départ. Puis,
J'ai déballé mon carnet vert et j'ai noté ce qu'il m'avait dit parce que je ne voulais pas oublier. L'université, ce furent 4 années d'appel téléphonique tous les dimanches à 18h. Chaque dimanche sans exception. Il n'en a jamais manqué un seul. Même quand il était en voyage pour le travail. Même quand il a eu une pneumonie lors de ma 3e année et qu'il était censé être au repos sur ordre du médecin. Surtout pas à ce moment-là. Je répondais au téléphone et il disait, j'appelle juste pour m'assurer que tu n'as pas rejoint une secte. Et je répondais, pas encore. Les critères de recrutement sont étonnamment élevés. Et il riait. Et nous parlions pendant 45 minutes de rien du tout. J'ai rencontré Gareth Olsted en 2e année. C'était un étudiant en cinéma du Minnesota, avec une nature calme et des mains qui savaient réparer les choses. La première fois que je l'ai amené pour Thanksgiving, l'oncle Théo l'a emmené dans le garage pour regarder la souffleuse à neige, ce qui, je le savais, était un code pour « je vais l'évaluer comme une pièce de bois ». Ils sont restés là-bas pendant 40 minutes. Quand ils sont revenus, l'oncle Théo m'a fait un petit signe de tête, le genre de signe qui en dit plus long qu'une dissertation de 5 pages. Gareth avait l'air soulagé. Nous sommes ensemble depuis. J'ai obtenu mon diplôme en mai avec une licence en génie civil, le même domaine sur lequel l'oncle Théo avait bâti toute sa vie. Il était assis au 3e rang lors de ma remise de diplôme. Il s'est levé et a applaudi quand on a appelé mon nom. Même s'ils avaient dit à tout le monde de ne pas le faire, et que la femme à côté de lui a sifflé de s'asseoir. Il ne s'est pas assis. Après la cérémonie, il m'a serré dans ses bras et a dit « C'est toi qui as fait ça. Ne laisse personne te dire le contraire. » J'ai rejoint un petit cabinet à New Haven. J'ai acheté ma première voiture, une Subaru d'occasion qui sentait le Golden Retriever du précédent propriétaire. J'ai commencé à épargner pour une maison. Gareth a déménagé pour être près d'eux. Moi. La vie s'est déroulée d'une manière que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer quand j'avais 11 ans. Chaque vendredi, l'oncle Théo et moi dînions ensemble. Parfois, il descendait, parfois je montais. Nous choisissions toujours le même restaurant italien à mi-chemin entre nos villes. Un petit endroit appelé Borset où le pain arrivait chaud et où le propriétaire connaissait nos noms. C'est là que j'ai commencé à remarquer qu'il était fatigué. Fatigué d'une manière qui n'était pas la fatigue habituelle de fin de semaine. Il laissait de la nourriture dans son assiette chez Borset, ce que je ne l'avais jamais vu faire en 15 ans. Il s'agrippait à la rampe en descendant vers le parking. Une fois, il a oublié le nom de ma meilleure amie de l'université et il a rattrapé le coup habilement, mais je l'ai remarqué. Je l'ai questionné. Il m'a balayé d'un geste. J'ai 62 ans, gamine. Le corps fait juste ce que font les corps. N'en fais pas une affaire d'État. J'aurais dû en faire une affaire d'État. L'appel est arrivé un mercredi matin en octobre. J'étais en réunion. Mon téléphone a vibré et j'ai failli ne pas répondre, puis j'ai vu que c'était un numéro que je ne reconnaissais pas et quelque chose dans ma poitrine s'est glacé. Je suis sorti dans le couloir. C'était une infirmière de l'hôpital de Hartford. L'oncle Théo s'était effondré à son bureau. Il était stable, mais il faisait des examens. Il m'avait appelé parce que j'étais enregistré comme sa plus proche parente. Plus proche parente. Ce mot. Il m'avait noté comme sa parente la plus proche quelque part, à un moment donné, alors que je ne regardais pas. Comme si c'était la chose la plus évidente au monde. J'ai conduit 90 minutes en 50. Je ne sais pas comment je n'ai pas été arrêté. Quand je suis arrivé, il était assis dans le lit avec l'une de ses horribles blouses d'hôpital et il avait l'air plus petit qu'il ne l'avait jamais été, et il a essayé de faire une blague sur la nourriture. Je me suis assise sur la chaise en
Plastique à côté de son lit, j'ai tenu sa main et j'ai pleuré d'une manière que je n'avais plus connue depuis mes 11 ans. C'était son cœur. Insuffisance cardiaque congestive avancée. Il était au courant, s'est-il avéré, depuis près d'un an. Il ne me l'avait pas dit parce qu'il a affirmé « Je ne voulais pas que ça prenne de la place dans ta vie avant que je sois obligé de le faire. » Je lui ai crié dessus. J'ai pleuré sur lui. Il m'a laissé faire. Quand j'ai eu fini, il a serré ma main et a dit « Adli, on a encore un peu de temps. Ne le gâchons pas à être en colère. Nous avons eu 9 mois. » Il a continué à travailler à temps partiel jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Il a continué à venir chez Borset jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Il a continué à appeler le dimanche jusqu'à ce qu'un dimanche, il ne le fasse pas. Je suis monté là-bas. Je l'ai trouvé endormi sur le canapé et je suis resté pour le reste du week-end. Et je ne suis jamais retourné à mon appartement, sauf pour prendre des vêtements. J'ai emménagé chez lui en février. Gareth est venu aussi. Gareth ne s'est jamais plaint une seule fois. Ce dernier Noël, il m'a offert une boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient toutes les cartes d'anniversaire qu'il m'avait achetées mais jamais données, parce que j'étais déjà chez lui à chaque anniversaire, donc il n'avait pas eu besoin de les posters. Il y en avait 19, datées. La première était pour mon 12e anniversaire. Joyeux anniversaire, gamine. Heureux que tu sois là. La dernière, celle pour mes 30 ans, qui était dans 4 mois, disait « Joyeux anniversaire, Adli Pierce. Tu es la meilleure chose à laquelle j'ai jamais fait de la place dans ma vie. » J'ai lu les 19 cartes d'un trait sur son canapé, les pieds sur le repose-pied. Les larmes coulant sur mon visage et son vieux Golden Retriever, Otis, endormi sur mes genoux. Il était assis dans le fauteuil en face de moi, me regardait lire et n'a pas dit un mot. Il est mort un mardi de fin juin, presque. Exactement 19 ans jour pour jour après qu'il soit apparu dans mon allée. L'infirmière des soins palliatifs a dit que c'était paisible. Je tenais sa main. Je lui ai dit que je l'aimais. Il a serré ma main en retour, juste à peine, juste assez. Puis il est parti. Je n'ai rien dit à mes parents. Je n'avais pas à le faire. Ils l'ont appris dans la semaine. Je ne sais pas comment ils savent toujours quand il y a de l'argent en jeu. L'enterrement était intime. Gareth, Otis qui je pense a compris, quelques anciens collègues de l'oncle Théo, une poignée de personnes de l'entreprise, Madame Hollenbeck qui a fait tout le chemin depuis le Connecticut, ce à quoi je ne m'attendais pas, et elle a pleuré plus que moi, mon ancienne voisine. La femme qui m'avait donné du rôti. Et puis, au dernier rang, dans des manteaux noirs assortis qui semblaient avoir été achetés ce matin-là, mes parents, mon frère et ma sœur. Marigold avait 27 ans maintenant. Elle portait un collier de perles et son mascara coulait déjà de façon théâtrale avant même que le service ne commence. Bennett paraissait plus vieux que ses 35 ans. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas obtenu ce qu'on lui avait promis. Ma mère ressemblait à une femme qui avait répété ses expressions faciales devant le miroir. Ils sont venus vers moi. Après. Ma mère a attrapé mes mains. Ses propres mains étaient froides. Adli, ma chérie, on n'avait aucune idée qu'il était si malade. On serait venu. Vous n'avez eu aucune idée que j'existais pendant 19 ans, ai-je répondu. Je l'ai dit doucement. Je l'ai dit sans élever la voix. Je ne pense pas que sa santé aurait changé ça. Mon père s'est approché. Son visage était celui dont je me souvenais. Le visage qu'il faisait quand il était sur le point de sermonner quelqu'un. Adli, ce n'est pas le moment. Vous avez raison. Ai-je dit. Ce ne l'est pas. Je me suis tourné et je suis parti. La lecture du testament a eu lieu 11 jours plus tard. C'était dans un cabinet
d'avocat à West Hartford, dans une salle de conférence avec une longue table. Et des chaises inconfortables. L'avocate, une femme nommée Mavis Stohardy, était quelqu'un que je connaissais depuis mes 12 ans parce que l'oncle Théo l'invitait à dîner parfois. Elle m'a fait un signe de tête quand je suis entré. Elle n'a pas fait de signe de tête aux 4 personnes assises de l'autre côté de la table. Ma mère avait apporté un mouchoir. Mon père avait apporté son visage de sermon. Bennett était sur son téléphone. Marigold s'était remis du mascara. Ma vie a passé en revue les préliminaires, les dettes, les legs caritatifs. Il y en avait plusieurs, dont un pour le Boys and Girls Club de Hartford. Suffisamment important pour que ma mère grince des dents. Puis elle en est venue au reste. À ma sœur éloignée, Margaret Pierce Holloway, et à son mari, Daniel. Qui n'ont pas contacté ma nièce ni moi-même depuis 19 ans, je lègue ce qui suit. Un exemplaire du livre pour enfants Le péage fantôme, avec une note de ma nièce. Aux frères et sœurs de ma nièce, Bennett Holloway et Marigold Holloway. Je laisse la même chose. La pièce est devenue silencieuse. La bouche de ma mère s'est ouverte et est restée ouverte. À ma nièce, Adley Pierce, que j'ai eu le privilège d'élever depuis l'âge de 11 ans, je lègue l'intégralité de mon domaine. Cela inclut ma maison à Briarcliff, tout le mobilier, tous les actifs liquides, ma part dans Pierce Structural, mes comptes de retraite et tous les autres avoirs non spécifiés précédemment. La valeur totale estimée après impôt et legs est d'environ 4,2 millions de dollars. Marigold a fait un bruit de bouilloire. Bennett a finalement levé les yeux de son téléphone. Mon père a dit. Quoi? Je suis restée assise, les mains jointes sur mes genoux, sans rien dire. Ma mère a dit, ça. Ça ne peut pas être vrai. Il a dû vouloir dire quelque chose d'autre. Nous sommes sa famille. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit ce que j'écrivais dans mon carnet. Vers sous différentes formes depuis près de 20 ans. Vous n'étiez pas ça. Famille. Vous étiez les gens qui ont laissé une enfant de 11 ans dans une maison. Avec $300 et une clé chez les voisins. Vous étiez les gens qui m'ont expédié dans un carton de transporteur. Vous ne pouvez pas entrer ici et vous appelez famille juste parce qu'il y a de l'argent sur la table. La famille. C'est ceux qui répondent présent. Il a répondu présent. Pas vous. Mon père a commencé à dire quelque chose. Ma vie l'a coupé avec la voix la plus gentille possible, Monsieur Holloway, le testament est parfaitement inattaquable. Votre beau-frère a exprimé ses volontés de manière extraordinairement claire. Et toute contestation juridique sera rejetée avec des frais importants pour le plaignant. Je vous déconseille fortement de le faire. Bennett a été le premier à partir. Il a marmonné quelque chose sur le fait d'être en retard pour un rendez-vous. Marigold a pleuré de manière théâtrale puis l'a suivi. Ma mère s'est levée. Lentement. Adley, a-t-elle dit, je suis ta mère. Tu l'as été, ai-je répondu, il y a longtemps, pendant environ 11 ans. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Puis elle est sortie, mon père l'a suivie, la porte s'est refermée avec un déclic et ma vie a expiré, faisant glisser le testament sur la table vers moi. Il t'a écrit une lettre, a-t-elle dit. Il m'a demandé de te la donner après. C'était de son écriture, pas celle en lettres capitales. Qu'il utilisait pour les choses importantes. L'écriture plus relâchée, celle qu'il utilisait pour les listes de courses, comme s'il avait été assis à sa table de cuisine quand il l'avait écrite. Adley, à présent tu as entendu la version officielle. Voici la vraie. Tu n'étais pas un projet. Tu n'étais pas une œuvre de charité. Tu n'étais pas une gamine que j'ai recueillie par pitié. Tu as été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à un vieux garçon têtu qui ne savait pas qu'il avait de la place pour ça. Tu ne me dois rien. Utilise cette
Argent pour construire quelque chose. Achète cette maison avec Gareth. Et un enfant ou n'en est pas. Voyage. Donnant une partie. Choisis une cause. Tu sauras quelle est la bonne quand tu la verras. Et garde tes pieds sur le repose-pied. Tu as mérité le canapé. Je suis resté assise dans cette salle de conférence longtemps après que ma vie soit partie. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de Briarcliff, la maison qui était la mienne maintenant, je me suis assise sur son canapé et j'ai mis mes pieds sur le repose-pied. Gareth est rentré ce soir-là et m'a trouvé là. Otis était sur le sol à côté de moi. Les lumières étaient éteintes. Il n'a rien dit. Il s'est juste assis à côté de moi. A passé son bras autour de moi et nous avons regardé l'obscurité pendant un moment. Un mois plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Elle ne s'excusait pas. Elle demandait s'il y avait quelque chose que vous pourriez être disposé à partager avec vos frères et sœurs, pour la famille. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas effacé non plus. Je le garde sur mon téléphone, comme certains gardent une radiographie d'un vieil os cassé. Pas parce que ça fait mal, mais parce que c'est guéri. C'était il y a 3 ans. J'ai 32 ans maintenant. Gareth et moi avons acheté une maison plus petite dans la rue de chez l'oncle Théo. Nous ne pouvions pas nous résoudre à vendre sa maison, alors nous l'avons louée à une jeune enseignante et son enfant. J'ai lancé la fondation Théo Pierce l'année dernière. Nous donnons des bourses aux enfants du milieu. Oui. Spécifiquement aux enfants du milieu. C'est la seule exigence. Vos frères et sœurs doivent exister de chaque côté de vous, et vous devez vouloir étudier l'ingénierie. C'est un critère bizarre. L'oncle Théo aurait adoré. Je suis enceinte maintenant de notre premier enfant, une fille. Nous allons l'appeler, d'après Cordy, Cordelia Teresa Olsted. Je pense qu'il aurait aimé ça. Je pense que Cordy aurait aimé aussi. L'autre jour, je rangeais le grenier et j'ai trouvé mon carnet vert. Je me suis assise sur le sol dans la poussière et j'ai lu chaque page. Il y avait 19 ans de ces phrases là-dedans, dans mon écriture. Comme si j'avais transcrit le plus long message vocal que quelqu'un ait jamais laissé à quelqu'un. Les choses existent pour être utilisées. Les deux sortes de personnes. La chaise. Tu n'étais pas le remplaçant. Je n'arrête pas de penser à cette petite fille sur le perron avec l'enveloppe. Kraft. Si je pouvais y retourner. Je ne lui dirais pas que tout va bien se passer, parce que tout n'allait pas bien. Pas avant longtemps. Je m'assiérais juste à côté d'elle, comme il l'a fait, et j'attendrais que le SUV argenté se gare. Et je lui murmurerais, il arrive, gamine. Tiens bon. Il arrive. Et quand il sera là, tu apprendras ce que ça fait quand quelqu'un te choisit. C'est la partie dont personne ne parle, je crois. Être choisi. La plupart des gens l'obtiennent dès le début. Ils l'obtiennent de ceux qui les ont faits. J'ai dû attendre 11 ans, $300 et une clé chez les voisins pour le mien. Mais je l'ai eu. Je l'ai eu en totalité. 19 ans de valeur. Jusqu'au tout dernier serment de sa main. Et le reste de ma vie, chaque dimanche à 18h, je décroche encore le téléphone pendant une seconde. Juste pour une seconde. Juste. Assez longtemps pour me rappeler le son de sa voix disant « J'appelle juste. » Pour m'assurer que tu n'as pas rejoint une secte. Puis je le pose, je garde mes pieds sur le repose-pied et je continue à écrire mon propre chapitre. J'ai passé beaucoup de temps à tourner les événements de ma vie entre mes mains comme des pierres d'un lit de rivière, essayant de comprendre la forme de ce qui m'est arrivé. Et voici à quoi je reviens toujours, chaque porte qui s'est fermée sur moi quand j'étais enfant en a ouvert une différente. Et la porte que mes parents ont fermée derrière eux quand ils sont partis pour Myrtle Beach était la même.
que celle par laquelle l'oncle Théo est passé 6 jours plus tard. Ce n'est pas le destin. C'est la vérité simple, presque mathématique, que ce que nous faisons aux gens se répercute vers l'extérieur, et les ricochets reviennent. Parfois sous la forme d'étrangers, parfois sous la forme de jugement, parfois sous la forme d'une lecture de testament un mercredi matin dans une salle de conférence, où l'on ne s'attendait pas à être assis. Mes parents ont fait un choix quand j'avais 11 ans. Ils pensaient que c'était un petit choix. Ils pensaient que les enfants du milieu étaient robustes, que j'irais bien, que j'absorberais la perte comme j'avais absorbé tout le reste. Ils ne comprenaient pas que les petits choix répétés sur une période assez longue deviennent toute l'architecture de qui vous êtes pour quelqu'un. 19 ans de petits choix comme un bâtiment. Et quand ils sont entrés dans le bureau de Mavi Dirt en attendant un héritage, ils entraient en réalité dans le bâtiment qu'ils avaient conçu sans s'en rendre compte. Ils n'avaient tout simplement pas lu les plans. Ce que j'ai appris de mon oncle, l'homme qui m'a choisi alors que personne ne lui avait demandé, c'est que le caractère n'est pas une chose que vous dites de vous-même. C'est une chose que les autres disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Il ne m'a jamais dit qu'il était un homme bon. Il a juste continué à être là, les dimanches à 18h, sur des chaises en plastique lors des remises de diplômes, sur le seuil de ma chambre, à me rappeler de mettre mes pieds sur le repose-pied. L'intégrité de sa vie était le travail quotidien et peu spectaculaire d'être là où il avait dit qu'il serait. C'est à ça que ressemble vraiment une vie morale. Pas de grands gestes, juste une présence répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une personne. Et j'ai appris que l'intelligence n'est pas la même chose que l'astuce. L'astuce, c'est ce que ma mère utilisait pour manipuler un moment. L'intelligence, c'est ce que mon oncle utilisait pour construire une vie. Il m'a lu comme on lit un livre qu'on a l'intention de prendre au sérieux. Il a vu la chaise sur laquelle j'avais peur de m'asseoir. Il m'a donné un carnet pour les choses que je ne voulais pas oublier parce qu'il comprenait que la sagesse n'est pas ce dont vous vous souvenez. C'est ce que vous écrivez avant de pouvoir le perdre. La force que j'ai bâtie, je l'ai bâtie tard. J'avais 11 ans quand les fondations se sont fissurées et 32 quand je suis resté debout dans cette salle de conférence et que j'ai utilisé ma voix sans trembler. Les années entre les deux n'ont pas été un montage rapide de guérison. C'était un travail lent, terne, délibéré. La force n'est pas l'absence d'être brisé. C'est ce que vous faites des morceaux. Après jour, jusqu'à ce que les fissures deviennent l'endroit par où la lumière entre. Alors, je garde mes pieds sur le canapé. J'écris les choses. Je réponds présent pour les gens qui ont répondu présent pour moi. Et quand quelqu'un vient chercher ce qu'il n'a pas mérité, je me souviens que je ne suis pas obligé de leur donner une réponse que mon oncle leur a déjà donnée par son silence.